Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez l'information sur RTI2 à la une de ce journal. Le FSDP, Fonds de soutien et de développement de la presse, dissout aujourd'hui. Il fait place désormais à l'ADSM, l'Agence de soutien et de développement des médias. Et en Guinée, l'ex-président Alpha Condé, sujet à des poursuites judiciaires. Plus de détails dans ce journal. Merci de suivre l'information sur RTI2. Une nouvelle dans le monde des médias, le Fonds de soutien et de développement de la presse FDSP dissout aujourd'hui. Il fait place désormais à l'ADSM, Agence de soutien et de développement des médias. L'information a été donnée lors du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Il faut signaler que le FSDP avait pour objet de faciliter par ses concours la mise en œuvre des interventions structurelles de développement du secteur de la presse et de l'audiovisuel. Le service civique, à partir de 14 ans en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté une loi modifiant celle du 14 octobre 2019 instituant le service civique. Cette nouvelle loi procède également à la suppression de l'âge plafond et ouvre exceptionnellement le service civique aux non-ivoiriens. Prévention et prise en charge des consommateurs de la drogue, c'est le sujet qui a réuni pendant 4 jours à Grand-Bassam les experts de la toxicomanie. Ces professionnels locaux ont partagé avec leurs pairs des Nations Unies les bonnes pratiques médicales de gestion de la toxicomanie. Plus de détails avec Georgette Hidot. En 2016, selon les Nations Unies, 250 millions de personnes dans le monde âgées de 15 à 64 ans ont consommé au moins une fois de la drogue. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'échappe pas à cette triste réalité qui prend de plus en plus de l'ampleur. Une situation qui a conduit les experts du secteur de la santé à se réunir à Grand-Bassam pour réfléchir sur un mécanisme de collecte de données fiables pour lutter efficacement contre ce fléau. Une activité importante qui se tient là actuellement, qui va permettre d'expliquer à tous les représentants des structures qui ont en gestion, donc les usagers de drogue, que collecter les données, c'est bien, mais les transmettre à la tutelle est capital pour la prise de bonnes décisions. Parce qu'à l'absence de ces données, les décisions qui vont être prises vont être des décisions erronées, des décisions partielles qui ne vont pas adresser avec efficacité les vrais problèmes concernant les usagers de drogue. Acteurs des Nations Unies de la lutte contre la drogue et des crimes ont pris part également à ces journées de réflexion pour aider les participants à adopter des solutions préventives. Longtemps, ça a été difficile de pouvoir récolter les informations sur les usagers de drogue. Et avec cet atelier, je pense qu'on sera mieux outillé à la fin pour pouvoir mieux prendre en charge nos usagers de drogue. Les résultats de ces travaux de réflexion seront présentés à la tutelle pour ralentir l'avancée de la drogue dont les consommateurs sont de plus en plus jeunes. Une bonne nouvelle pour les étudiants ivoiriens, un contrat de partenariat entre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et une start-up spécialisée dans le développement technique d'applications blockchain a été signé le vendredi 29 avril dernier. C'est la salle de conférence de l'Université virtuelle dans la commune de Cocody qui a servi de cadre à la cérémonie de signature de ce partenariat. Colette Ilboudo. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC, vient de signer un partenariat avec la start-up WealthTech Innovations, spécialisée dans le développement technique d'applications, blockchain et dans la promotion de la nouvelle économie numérique. Une occasion pour les étudiants inscrits à l'UVC et toute personne désireuse de se spécialiser en développeur de la blockchain, architecte blockchain ou développeurs de contrats intelligents d'avoir la possibilité désormais de le faire en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'UVC, professeur Koné Thiomouman, ce partenariat est une belle occasion. Il a salué ce mariage qui, selon lui, vient apporter un plus important dans le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. C'est un tournant important parce que pour que nous soyons développés, il faut que nous puissions faire de la recherche sur nos propres problèmes. Aujourd'hui, vous voyez, on va voir comment la commerçante d'à côté peut sécuriser un peu son porte-monnaie à travers tout ce qu'elle vend, la confiance, les crédits qu'on fait aux gens, comment la blockchain va permettre de ne même pas oublier qu'on a prêté à quelqu'un et rappeler. Bon, vous voyez, c'est tous ces vécus de nos sociétés
qui vont bénéficier aujourd'hui d'une technologie, n'est-ce pas, qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Il a également indiqué que dans ce nouveau monde du numérique, il faut qu'il y ait de la confiance. Et au niveau de la science du numérique, il y a une technologie qui permet justement de mettre en confiance les différents usagers du numérique. Pour Eric Dibi, fondateur de la start-up WealthTech Innovations, le partenariat avec l'UVC résulte d'une belle histoire qui est celle de jeunes Ivoiriens qui ont connu la blockchain et qui ont voulu l'expérimenter en Côte d'Ivoire avec des développeurs ivoiriens. Nous avons sélectionné des étudiants à qui nous avons appris les bases de conception de la blockchain et des contrats intelligents. Et aujourd'hui, ce partenariat vient à point nommé pour sceller tous nos efforts entrepris. Après la signature du contrat entre les deux entreprises, le directeur général de WealthTech Innovations a eu une séance de formation avec les journalistes. Une formation pratique qui vise à aider les hommes des médias à comprendre, à utiliser les technologies d'application blockchain. Un reportage commenté par Clément Bocco. Bilan annuel d'activité pour le Club Lions de 4 pays de la sous-région. Les membres du Libéria, du Togo, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire se sont réunis récemment au congrès à Abidjan. Plus de détails avec Anicette Conan-Blessing. Une parade en tenue traditionnelle des régions de Côte d'Ivoire pour exprimer le brassage culturel et la cohésion sociale entre les peuples ivoiriens. Le Lions Club District 403A2 donne ainsi le ton de son 11e congrès organisé en terre ivoirienne sous le thème « Place du district multiple dans le rayonnement de l'ère constitutionnelle, revoyons nos objectifs ». La délégation des clubs Lions venus des 4 pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo ont tour à tour présenté le bilan de leur action communautaire de l'année 2021. Elisabeth Atobra, gouverneure du Lions Club District 403A2, se dit satisfaite du travail abattu par l'ensemble des clubs Lions, impactant au moins 2500 personnes en une année d'exercice de son mandat. Nous avons pu recruter pratiquement 500 autres Lions qui viennent travailler avec nous. Nous agissons aussi au niveau de l'environnement, au niveau du diabète, du cancer infantile et de la vue. J'ai également rajouté la drépanocytose et la toxicomanie qui est un véritable fléau. Le parrain du 11e congrès, le ministre Adama Coulibaly, n'a pas manqué de saluer l'engagement des clubs Lions de Côte d'Ivoire à œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens à travers plusieurs réalisations de projets sociaux dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le Lions Club International s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif réside dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. L'appui institutionnel de mon département ministériel doit être perçu comme une caution à vos actions à forte portée sociale. Le Lions Club District 403A2 regroupe plus de 2400 membres repartis dans 98 clubs Lions issus du Togo, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. Un nouveau président à la tête de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO Côte d'Ivoire. L'investiture s'est tenue récemment au siège de la représentation permanente dans la commune de Cocody. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs pays membres de l'UREM CEDEAO Côte d'Ivoire. Suivons ensemble le compte rendu d'Assita Sogodogo. Après une assemblée élective de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, le samedi 10 avril 2022, au siège de l'UTOSI, Union des Togolais de Côte d'Ivoire, Sékou Kaba est élu président de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO Côte d'Ivoire par 11 présidents membres de l'UREM CEDEAO Côte d'Ivoire. Lors de son investiture au siège de la CEDEAO à Cocody, Sékou Kaba prend l'engagement de mener à bien sa mission. Nous allons travailler en commun pour faire bouger les choses et aller de l'avant. Parce que nous allons travailler sérieusement pour vraiment imprégner l'intégration africaine dès le départ ici en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on va aller dans les autres pays. Et ça se fait avec mes autres présidents de la CEDEAO. Le Mali, le Ghana, le Nigeria et d'autres pays membres ont apporté leur soutien au nouveau président de l'UREM CEDEAO Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire
a compris depuis son indépendance l'importance de l'intégration. Parce que quand on parle d'intégration, nous, on parle déjà, on voit déjà l'investissement, on voit déjà l'économie plus loin. Et quand on est intégré, facilement on peut développer l'économie, on peut investir. Sékou Kaba est élu pour un mandat de 5 ans à la tête de l'UREM-CEDEAO Côte d'Ivoire. Détecter des doués, c'est l'équation à résoudre par le KITA, un concours de quotient intellectuel et de talent artistique. Sa 3e édition a été lancée le vendredi dernier à Abidjan en présence de personnalités de la culture et des médias. Alicette Kodam-Blessing, Georgette Ido Fofana. Le KITA, quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, met en compétition plusieurs étudiants dans les disciplines comme le génie en herbe, l'art oratoire, le défilé traditionnel, la danse traditionnelle et le concours culinaire. Cette initiative vise à valoriser l'intellect et le talent artistique en milieu universitaire. Nos enfants, ils ont tellement de talent et on se dit, bon, pourquoi pas les vendre? Voilà, ces talents-là sont là. Et on veut qu'ils soient ensemble, rassemblés, pour vendre encore plus la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Parce que à travers toutes ces initiatives et l'émergence du président Alassane Ouattara, aujourd'hui, on se dit qu'il faut que nos enfants, c'est l'avenir de demain. Il y a des étudiants qui ont réussi à montrer trait pour trait, je dis bien trait pour trait, comment la maman au village arrive à cuisiner, qui a réussi à interpréter chaque geste, chaque mouvement que la maman elle effectuait. Cela voudrait dire que c'est symbolique. Elle a enregistré d'ailleurs la participation de plusieurs acteurs du milieu artistique. Occasion pour le commissaire général du KITA d'appeler à l'implication de tous. Pour dire merci encore à ce beau pays-là, la Côte d'Ivoire. Par essence, on dit puisque nous avons ramené la liberté, notre devoir est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Je salue tous ces modèles qui sont là. Pour que nos étudiants aient des modèles réels, basés sur la réalité des artistes qui travaillent chez eux, des artistes qui montrent que c'est par le travail qu'on peut réussir. Je suis avec le ministère du Tourisme qui a décidé de parrainer l'événement et aussi le ministère de l'Enseignement supérieur qui m'a dit qu'ils vont venir. On aimerait qu'ils soient là parce que tout ça c'est pour la Côte d'Ivoire qu'on le fait. On veut vendre la Côte d'Ivoire. Cette 3e édition du KITA, qui aura lieu le samedi 7 mai, sera encore l'occasion de démontrer le brassage culturel des peuples de Côte d'Ivoire. Contribue à l'autonomisation et l'émancipation de la femme, l'AOC, l'Association ouvrière pour Christ, en fait une priorité. Organisée le week-end dernier à l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Plateau d'Ocuy, une activité dénommée la marche de l'AOC. Un concept de mobilisation de ressources au profit des femmes. On en sait un peu plus avec Colette Ilboudou et nous Sangaré. Promouvoir les droits et l'indépendance économique des femmes. Faciliter l'égalité d'accès des femmes aux ressources, à l'emploi, au marché et aux échanges commerciaux. C'est la vision de l'AOC, Action des ouvrières pour Christ, de l'église évangélique des Assemblées de Dieu et d'Ndoku dans la commune d'Abobo. La question de l'autonomisation de la femme a été évoquée lors de la première édition du marché de l'AOC. Cette activité a pour but de faire connaître les secteurs dans lesquels les femmes de l'AOC exercent une activité libérale en vue de leur permettre de faire montre de leur savoir-faire. Cette robe, on a l'impression que c'est importé, en temps c'est fait ici. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permet de sortir un peu de l'informel. Ça nous permet aussi de sortir la femme de la pauvreté. Et vraiment, moi personnellement, ça m'a aidé d'apprendre à faire ces sacs tissés-là. Ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, par la grâce du Seigneur, j'arrive à m'en sortir. La première responsable locale de l'AOC explique le bien fondé de cette action. Nous avons voulu, à travers ce marché, montrer qu'il y a ici des femmes qui ont compris la nécessité de se prendre en charge parce qu'il ne faut pas être dépendante forcément du mari si on est marié, mais il faut pouvoir l'appuyer, il faut pouvoir l'aider pour les charges du ménage. La marraine a saisi l'occasion pour faire passer un message à ses filleuls. J'invite toute l'Église à acheter les marchandises que nos sœurs vendent parce qu'elles ont besoin d'avoir de l'argent pour subvenir à leurs besoins, pour nourrir leurs enfants et scolariser leurs enfants. Je souhaite que la paresse soit totalement abandonnée et que le travail, l'esprit de travail anime désormais toute femme AOC. Rendez-vous est pris pour la 2e édition prévue le 15 mai prochain.
À l'international, Alpha Condé, sujet à des poursuites judiciaires. Alphonse Charles Wright, le procureur, l'a annoncé aujourd'hui. L'ex-président guinéen et une trentaine d'anciens hauts responsables sont accusés d'assassinat, d'actes de torture et d'enlèvement. Ces poursuites ont été lancées à la suite d'une plainte du Front national de défense de la Constitution, un collectif qui a longtemps contesté un troisième mandat à Alpha Condé. Plus de 36 000 nouveaux réfugiés fuyant les violences au Mali, au Nigeria et au Burkina Faso sont arrivés au Niger entre janvier et mi-avril, a indiqué le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR. Ils fuient la recrudescence des pillages, des expropriations de biens, des agressions et des enlèvements perpétrés par des bandits dans leurs différents États. La situation des finances publiques en Centrafrique jugée alarmante selon le ministre de l'économie. Erwin Domba affirme que la situation s'annonce très préoccupante pour la trésorerie de l'État. La France avait en juin 2021 annoncé le gel jusqu'à nouvel ordre de son aide budgétaire de l'ordre de 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA à la Centrafrique. Paris avait jugé le pays complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. La Centrafrique, il faut le savoir, est le deuxième pays le moins développé au monde et est en guerre civile depuis 9 ans. Restons en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo, où la cohabitation entre hippopotames et villageois reste conflictuelle. Depuis 2019, au moins 7 personnes ont été tuées par les grands mammifères. Rosemont Kini. Dans la plaine de la rivière Ruzizi, il y a un côté Burundi et de l'autre côté la République démocratique du Congo. Mais il y a surtout d'un côté les villageois et de l'autre les hippopotames. La cohabitation est très compliquée. Pour cette habitante de Katogota, une soixantaine de kilomètres de Bukavu, impossible d'oublier ce qui s'est passé en 2017. Elle pleure encore la mort de l'aîné de ses 8 enfants. Les hippopotames et moi, nous sommes des ennemis, parce qu'ils m'ont arraché mon fils quand il avait 16 ans. C'était un garçon très intelligent et l'espoir de toute la famille. Mon fils était vraiment intelligent, il étudiait et il était déjà en 2e année. J'étais prête à vendre ma maison pour financer ses études, mais les hippopotames l'ont tué. Depuis 2019, au moins 7 personnes ont été tuées par les hippopotames et 6 autres ont été blessées. Parmi elles, ce cultivateur qui n'en revient toujours pas d'avoir survécu à l'attaque dont il a été victime. J'étais au champ et un hippopotame m'a attaqué. Je me suis défendu avec ma machette, mais il m'a blessé au crâne, juste ici. J'ai énormément saigné. J'étais sûr que c'était la fin pour moi, que j'allais mourir sur le champ. Mais j'ai été sauvé de justesse grâce à Dieu. Les hippopotames s'en prennent aux hommes et à leurs terres. Ils ont déjà dévasté plusieurs hectares de champs et face à l'étendue des dégâts, les habitants demandent réparation au gouvernement. Nous vivons une catastrophe avec ces hippopotames. J'avais un champ rempli de maïs, de haricots, mais ils ont tout détruit. Et je ne peux plus y aller parce que je dois me protéger. Ils viennent et détruisent toutes les semences. Le problème, expliquent les défenseurs de l'environnement, c'est que les habitants ont envahi les abords de la rivière où les hippopotames avaient l'habitude de venir se nourrir. Une zone pourtant protégée, mais la réglementation n'est pas respectée. Nous, on aimerait que les gouvernements voient comment ces bêtes ne pourraient pas être un danger pour la population. Parce que vraiment, ils nous sont utiles et nos populations locales, bien que jusqu'à présent, ils nous sont agressifs, mais vraiment, nous profitons de ces bêtes. Amener les villageois à voir les hippopotames comme des atouts susceptibles de valoriser la région, de créer de l'emploi via le tourisme, risque de prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, les militants écologiques dénoncent une extermination de masse. Je dirais que la population se défoule maintenant. Lorsque les hippopotames attaquent et tuent un des membres de famille, la famille qui a perdu les siens peut se défouler sur les hippopotames. Selon leurs défenseurs, au moins 3 hippopotames sont tués chaque mois sur la rivière Ruzizi. Le Bélarus en deuil, le premier président du Bélarus indépendant et l'un des fossoyeurs de l'URSS, Stanislas Šuškevič, est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans des suites de la Covid-19. La nouvelle a été annoncée par son épouse.
Et pour terminer, en Afghanistan, des inondations subites et des tempêtes ont touché plusieurs provinces au cours des 5 derniers jours. Le bilan est lourd, au moins 18 morts enregistrés. Selon le vice-président de la gestion des catastrophes, les dernières intempéries ont touché les provinces de Faryab et Parwan dans le nord-est ainsi que d'autres régions. Il faut signaler qu'un grand nombre d'Afghans meurent chaque année dans des pluies torrentielles, notamment dans les régions rurales pauvres où les maisons mal construites peuvent s'effondrer. Fin de ce journal. Bonne suite de programme sur RTI2.